Le son d'un quatuor à cordes s'échappait des hautes portes en bois du domaine de Valmont, et je me tenais sur les marches en pierre, tenant la main de ma fille, fixant la poignée en laiton comme si c'était l'entrée d'un monde auquel je n'appartenais plus. Léonie m'a serré les doigts. Elle avait 7 ans et portait la robe jaune pâle que nous avions mis 3 semaines à choisir ensemble, celle qu'elle appelait sa robe de princesse des fleurs parce qu'elle avait de minuscules marguerites brodées le long de l'ourlet. Elle m'avait demandé 4 fois ce matin-là si elle était bien coiffée. Je lui avais répondu 4 fois qu'elle était parfaite. Maman, a-t-elle dit en levant le visage vers moi. Pourquoi on reste dehors? Je n'avais pas de réponse à lui donner, aucune qui ait le moindre sens. 20 minutes plus tôt, mon téléphone avait vibré pour m'annoncer un SMS de ma mère. J'étais dans la voiture avec Léonie et mon mari Mathieu, en train de remonter la longue allée de gravier du domaine de Valmont, où se tenait le dîner d'avant-mariage de ma sœur Camille. Le SMS disait « Ne rentrez pas par l'entrée principale. En fait, il faut que je te parle avant même que vous n'entriez. Appelle-moi. » J'avais appelé. Elle n'avait pas répondu. J'avais rappelé. Rien. Alors Mathieu a garé la voiture, nous avons marché tous les 3 jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. La porte s'était ouverte non pas sur ma mère ou ma sœur, mais sur la future belle-mère de ma sœur. Une femme mince prénommée Béatrice, qui arborait le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Oh, a dit Béatrice. Et il y avait dans cette unique syllabe quelque chose, une lueur de malaise rapidement lissée, qui m'a noué l'estomac. Vous devez être la sœur de Camille. C'est bien moi, ai-je répondu. Nous sommes un peu en avance, je crois. Est-ce que Camille est là? Je vais chercher votre mère, a coupé Béatrice, avant de disparaître dans la chaleur de la maison, laissant la porte seulement entr'ouverte. Je pouvais voir au-delà du seuil, dans le vestibule. Des bougies partout, des roses blanches dans de hauts vases en cristal, le faible bruit des invités qui riaient, l'odeur de quelque chose de délicieux venant de la cuisine, et là, juste visible au bout du couloir, un groupe de femmes en robes assorties de couleur vieux rose. Les demoiselles d'honneur, une coupe de champagne à la main. Je les ai toutes reconnues, les meilleures amies de ma sœur de son école de commerce, sa collègue Marine, et, debout au centre d'elles toutes, radieuse dans un peignoir en satin blanc, il y avait Camille. Elle m'a vue à la porte. Pendant une demi-seconde, une expression a traversé son visage. Ni de la joie, ni le soulagement de voir sa grande sœur avant le week-end le plus important de sa vie, mais quelque chose qui ressemblait plutôt à de l'irritation. Puis ma mère est apparue dans le couloir, marchant d'un pas vif, refermant presque complètement la porte derrière elle en nous rejoignant sur les marches de pierre. Céline, a-t-elle dit. Sa voix était maîtrisée, celle qu'elle utilisait quand elle gérait une situation de crise. Je suis contente que vous soyez là. C'est juste. Il y a eu un petit malentendu avec le plan de table et la liste des invités, et je crois que ce soir ce sera juste un peu. Un peu quoi? A demandé Mathieu derrière moi. Sa voix était calme, mais je connaissais mon mari, et c'était son calme de grande vigilance, celui qui signifiait qu'il prêtait une attention extrême à ce qui se passait. Ma mère l'a regardé brièvement, puis s'est tournée vers moi. Je crois que ce soir, c'est vraiment censé être réservé aux témoins et aux 2 familles de manière très intime, et il n'y a tout simplement pas de place pour toi ou pour. Elle a baissé les yeux vers Léonie et son regard s'est fait fuyant. Pour la petite. Léonie a levé les yeux vers ma mère. Mamie, je ne donne plus les fleurs alors? Ma mère s'est accroupie à la hauteur de Léonie. Ma chérie, ça a peut-être changé juste un tout petit peu. Comment ça a changé? Ma voix est sortie plus sèche que je ne le voulais. Elle devait être la petite fille d'honneur depuis 6 mois. On a acheté la robe. Elle s'entraîne à marcher dans l'allée. Elle connaît la chanson. Camille a décidé qu'elle voulait que la petite fille d'honneur soit assortie aux couleurs des demoiselles d'honneur, a dit ma mère en se relevant. La petite fille de Béatrice, Emma, a 5 ans et elle a le bon teint, et c'était juste. C'était juste quoi, ai-je lancé. C'était juste plus logique d'écarter ta propre petite fille sans prévenir personne? Céline, s'il te plaît, baisse d'un ton. Je ne parle pas fort. Et c'était à peine le cas. Tu n'aurais pas pu m'appeler avant qu'on fasse 40 minutes de route, avant que Léonie ne mette sa robe de princesse?
L'expression de ma mère a changé à ce moment-là, passant non pas à la culpabilité, mais à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si elle attendait l'autorisation de dire ce qu'elle pensait vraiment. Camille est très stressée, a-t-elle dit. Ce week-end doit être parfait pour elle. Et franchement, Céline, tu sais comment ça se passe quand tu es là. Il y a toujours une sorte de tension, et Camille n'a pas besoin de ça en ce moment. Vraiment pas. Je suis restée parfaitement immobile. Derrière moi, Mathieu a posé sa main sur mon épaule. Il n'a rien dit pour l'instant. Il me laissait prendre les devants. C'était ce qui était formidable avec Mathieu. Il ne m'écrasait jamais, ne se mettait jamais devant moi, mais il était toujours exactement là quand j'avais besoin de lui. Elle n'a pas besoin de tension, ai-je répété. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire, ai-je répondu. Et c'était vrai. Je le savais depuis des années, en fait. J'espérais juste me tromper. Camille avait 4 ans de moins que moi. Elle était la belle, la sociable, celle qui n'avait jamais eu à faire beaucoup d'efforts pour quoi que ce soit parce que les choses lui arrivaient tout simplement toutes cuites. Une école de commerce prestigieuse qu'elle avait à peine préparée, un petit ami qui l'avait demandé en mariage au bout de 8 mois, des parents qui avaient payé le loyer de son appartement parisien jusqu'à ses 26 ans en appelant ça et l'aider à s'installer. Moi, j'avais payé mes propres études d'infirmière en enchaînant les gardes doubles le week-end. Je m'étais acheté ma propre voiture, j'avais loué mes propres appartements, j'avais bâti ma propre vie de zéro. Mes parents appelaient ça être indépendante, et ils le disaient avec fierté. Mais cette fierté m'avait toujours fait l'effet d'un alibi. On s'en va, ai-je dit. Céline, dis toutes nos félicitations à Camille. Je me suis tournée vers Léonie, m'accroupissant devant elle comme l'avait fait ma mère. Mais j'ai pris ses 2 petites mains dans les miennes et je les regardai droit dans les yeux. Et, tu veux aller manger des gaufres? L'endroit avec les fraises et les petites pépites de chocolat dessus. Léonie a étudié mon visage pendant un instant avec cette terrifiante perspicacité d'une enfant de 7 ans qui comprend bien plus de choses que les adultes ne le voudraient. Tu es triste, maman? Ça va, ma puce. Et toi, ça va? Elle y a réfléchi avec un grand sérieux. Je me suis beaucoup entraînée à marcher. Je sais. Tu aurais été incroyable. On peut quand même aller manger des gaufres? Absolument, oui. Mathieu lui a pris la main et nous avons redescendu les marches de pierre vers la voiture. Je ne me suis pas retournée vers ma mère. Je n'ai pas regardé la porte. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, la mâchoire serrée, et je me suis dit que j'allais bien. J'allais bien. J'allais parfaitement bien jusqu'à ce qu'on atteigne la voiture, que je m'assoie sur le siège passager, que Mathieu démarre le moteur et que Léonie s'installe à l'arrière et s'attache. Et là, j'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai appuyé fort sur mes yeux jusqu'à voir des couleurs. Et, a dit Mathieu doucement. Il a enclenché la marche arrière mais n'a pas bougé. Il est juste resté là avec moi. Elle a viré Léonie, ai-je dit. Les mots sont sortis de manière étrange, étouffée. Elle a évincé sa propre nièce de son rôle de petite fille d'honneur et elle n'a même pas eu la décence d'appeler. Je sais. Et ma mère était là pour la défendre. Je sais. Camille n'a jamais rien fait pour Léonie. Pas une carte pour son anniversaire. Pas un seul. Je me suis arrêtée, j'ai respiré. D'accord. C'est bon. J'ai fini. Je ne veux plus en parler. Tu n'es pas obligé d'avoir fini. Je le suis, pour l'instant. J'ai laissé retomber mes mains et j'ai regardé la maison à travers le pare-brise, les lumières chaleureuses à l'intérieur, la musique, une ombre passant devant l'une des hautes fenêtres. Allons-nous-en d'ici. Nous étions presque à la fin de la longue allée, le gravier crissant sous les pneus, quand Léonie a demandé depuis la banquette arrière, « Maman, est-ce que tata Camille ne m'aime pas ?» Je me suis retournée pour la regarder. Elle regardait par la fenêtre les champs qui s'assombrissaient le long de la route, sa robe jaune éclatante dans la soirée grise. « Tata Camille t'aime beaucoup, ai-je dit. Alors pourquoi elle a donné mon travail avec les fleurs à une autre petite fille? Parfois, les grandes personnes prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec l'amour qu'ils portent à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec toi, ma puce. Ce n'est jamais à cause de toi.
D'accord, a-t-elle dit, de la façon dont les enfants disent d'accord quand ils ne vous croient pas vraiment mais ont décidé de vous faire confiance de toute façon. Elle est restée silencieuse un moment. Je vais quand même garder la robe pour aller manger les gaufres. Garde-la pour aller absolument partout, a dit Mathieu. Cette robe mérite de voir du pays. Elle a gloussé. Je me suis retournée vers l'avant, Mathieu a trouvé ma main sur la console centrale et l'a tenue, et j'ai fixé la route devant nous. Je n'allais pas bien, pas du tout, mais je tenais le coup et c'était suffisant pour le moment. Nous roulions depuis 11 minutes quand mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Mon père. J'ai failli ne pas répondre. Mon père était au domaine. Il avait été là tout le temps, vraisemblablement, et il n'était pas venu à la porte. Il n'avait pas envoyé un seul message. Quoi qu'il ait à dire maintenant, je n'étais pas sûre d'avoir l'énergie mentale pour l'entendre. Mathieu a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. C'est toi qui vois, a-t-il dit. J'ai décroché. Céline. La voix de mon père était différente de ce à quoi je m'attendais. Pas désolé. Pas le ton soigneusement neutre qu'il utilisait quand il essayait de ne pas prendre parti. Il semblait tendu, presque animé d'une colère contenue, en fait. Où es-tu en ce moment? Sur la route du retour. À quelle distance? J'ai levé les yeux vers les panneaux de signalisation. À environ 10 minutes. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Fais demi-tour, a-t-il dit. Tout de suite. Fais demi-tour et reviens. Papa, je ne vais pas, après ce qui vient de se passer, je ne vais pas retourner là-bas et faire semblant que tout va bien pour le dîner de Camille. Céline. Sa voix a coupé la mienne. Pas forte, mais absolue. J'ai besoin que tu reviennes à cette maison. Il ne s'agit pas du dîner de Camille. S'il te plaît, fais-moi confiance et fais demi-tour. J'ai regardé Mathieu. Mathieu m'a regardé. Il y avait quelque chose dans la voix de mon père, ce ton maîtrisé, à peine contenu, qui m'a donné la chair de poule. D'accord, ai-je dit. On revient. J'ai raccroché. Fais demi-tour, ai-je dit à Mathieu. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a trouvé un endroit où faire demi-tour et a repris la route en sens inverse. Léonie, qui était au milieu d'une histoire compliquée qu'elle racontait à son lapin en peluche, a levé les yeux et a remarqué le changement de direction. On retourne à la fête? On retourne voir papy, ai-je dit. Oh. Elle a réfléchi. Est-ce qu'il y aura des gaufres là-bas? Probablement pas à cet endroit précis, mais je te promets qu'on trouvera des gaufres ce soir. D'accord. Elle est retournée à son lapin. Mon père attendait dehors quand nous avons remonté l'allée. Il ne se tenait pas sur les marches en pierre. Il était en bas, au bord du gravier, comme s'il guettait nos phares. Il m'a paru plus vieux à ce moment-là que d'habitude. Plus grand d'une certaine manière, et aussi plus lourd, de la façon dont les gens ont l'air quand ils portent quelque chose depuis très longtemps. Je suis sortie de la voiture. Mathieu a suivi. Léonie s'est faufilée derrière lui et a immédiatement couru vers mon père sans aucune hésitation, comme elle le faisait toujours, et il l'a rattrapée, l'a soulevée et l'a tenue d'une manière qui m'a serré le cœur. « Coucou, ma princesse des fleurs », a-t-il dit dans ses cheveux. Il l'a tenue un moment, puis l'a reposée. « Mathieu, ça t'ennuierait d'emmener celle-ci regarder le jardin derrière? Je crois que les lucioles commencent à sortir. » Des lucioles, a haleté Léonie, comme si c'était l'événement le plus grandiose de l'histoire de l'humanité. Des très grosses, a dit mon père. Mathieu a pris la main de Léonie en me jetant un regard qui disait « Je suis juste là ». Et ils ont disparu sur le côté du bâtiment. Mon père et moi sommes restés là, dans le gravier, dans le silence. La musique de l'intérieur était étouffée maintenant. Quelqu'un a eu un rire franc et net derrière les fenêtres. « Je te dois des excuses. » Il a dit. « Papa, non. Laisse-moi finir. » Il a levé une main. J'étais dans la cuisine quand ta mère est allée à la porte. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai entendu tout ce qu'elle t'a dit. Il a fait une pause. Je ne suis pas sorti. Je n'ai rien dit.
Je me suis dit que ce n'était pas le moment de faire un scandale. Que le week-end de Camille serait gâché. Que je parlerai à ta mère plus tard. Il m'a regardé directement, et ses yeux exprimaient quelque chose que je n'y avais pas vu très souvent. C'était de la lâcheté. Et toi et Léonie, vous méritiez mieux de ma part ce soir. J'apprécie que tu dises ça, ai-je répondu. Et je le pensais, même si j'avais aussi l'impression qu'on m'apportait un parapluie alors que j'étais déjà trempée. Il y a autre chose, a-t-il ajouté. Il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti son téléphone. Il a tourné l'écran vers moi. C'était un SMS de Camille, envoyé à 11h47 ce matin-là, 6 heures avant le dîner. Pendant que je faisais coiffer Léonie, que je lui mettais sa robe et que je traversais la ville pour arriver à l'heure. Le message était adressé à ma mère, et mon père avait apparemment été en copie, ou on le lui avait transféré, ou quelque chose comme ça. Je reconstituerai les détails plus tard. Ce qui comptait, c'était ce qu'il disait. Maman, tu peux gérer le problème Céline avant ce soir STP? Je n'ai pas envie de gérer des drames. Dis-lui que le dîner est réservé à la famille proche, ou que l'endroit a changé, ou n'importe quoi. Assure-toi juste qu'elle ne vienne pas. Je ne peux pas supporter qu'elle ramène tout à elle alors que ça doit être mon moment à moi. Et STP, assure-toi qu'elle n'amène pas la gamine, parce que Béatrice a déjà confirmé pour Emma comme petite fille d'honneur et ça va juste être gênant. Je l'ai lu 2 fois. Le problème Céline. J'étais un problème à gérer. J'étais une chose sur laquelle ma sœur envoyait des SMS avec la même logistique désinvolte que pour confirmer une commande de traiteur. Elle a planifié ça, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas un truc de dernière minute. Elle l'a décidé ce matin et a demandé à maman d'arranger les choses. Oui, a dit mon père. Et maman. Elle l'a fait. Elle a juste fait ce que Camille a demandé. Ta mère arrange les choses en coulisses pour Camille depuis 30 ans, a-t-il dit. Ce soir n'était pas une anomalie. Il a remis le téléphone dans sa veste. Je veux que tu rentres à l'intérieur. Papa, je ne crois vraiment pas que j'ai besoin d'eux. Je veux que tu rentres, a-t-il répété. Pas pour Camille. Pas pour ta mère. J'ai besoin que tu entres parce qu'il y a des choses qui doivent être dites devant tout le monde. Et je ne suis pas prêt à laisser passer ça comme j'ai laissé passer trop d'autres choses. Il m'a regardé avec une expression à la fois épuisée et résolue, comme un homme qui avait enfin décidé de poser un objet très lourd qu'il portait en montée depuis bien trop longtemps. Est-ce que tu peux me faire confiance? J'ai pensé à Léonie demandant si sa tante l'aimait. J'ai pensé au trajet du retour dans l'obscurité, sa robe jaune éclatante sur le siège arrière. J'ai pensé aux 3 semaines passées à chercher cette robe, aux 4 fois où elle avait demandé si elle était bien coiffée, et à la façon dont elle avait dit « Je me suis beaucoup entraînée à marcher » d'une voix qui ne se plaignait pas, qui énonçait juste un fait. Qui disait juste la chose la plus vraie qu'elle connaissait. Oui, ai-je dit. Je te fais confiance. Il a hoché la tête une fois, m'a guidé sur les marches de pierre et a poussé la haute porte en bois. Le vestibule m'a immédiatement frappé, la chaleur, les bougies, le son de 20 ou 30 personnes en pleine conversation, le bruit d'une bouteille de champagne qu'on débouche quelque part dans la pièce voisine. Quelques têtes se sont tournées à notre entrée. Quelques personnes ont souri vaguement, de la façon dont on sourit aux inconnus dans les soirées. Ma mère a surgi de la gauche de la pièce presque instantanément. Son visage, lorsqu'elle m'a vu, a été une succession rapide et complexe de surprises, puis d'alarmes, puis de rassemblements de sang-froid. « Philippe » a-t-elle dit à mon père, le mot sec et pointu. « Qu'est-ce que tu… » « J'aimerais avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît, » a dit mon père, pas fort, pas de manière théâtrale, juste clairement, de la voix d'un homme habitué à être écouté quand c'était important. Les conversations les plus proches se sont tues. Puis les conversations au-delà, et comme c'est le cas dans les réceptions, le silence s'est propagé depuis sa source jusqu'à ce que le quatuor à cordes, remarquant le changement, ne s'arrête au milieu d'une phrase. Dans ce silence, je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Ma sœur est apparue sous l'arcade entre le vestibule et la salle à manger principale. Elle portait toujours son peignoir en satin blanc. Ses cheveux étaient épinglés dans un chignon élaboré.
Elle tenait une flûte de champagne le long du corps, et son visage, quand elle m'a vu debout à côté de notre père, a pris une expression que je ne lui avais jamais vue. Il s'est figé complètement. Papa, a-t-elle dit. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là, a répondu mon père, parce qu'elle a sa place ici. Parce qu'elle est ma fille. Parce que j'aurais dû ouvrir cette porte moi-même il y a 3 heures. La mâchoire de Camille s'est contractée. Ce n'est pas le moment pour ça ce soir. Je sais que tu penses ça. Je sais que tu as envoyé un message à ta mère pour lui dire que tu voulais que le problème Céline soit géré. Il a prononcé cette phrase avec un calme qui était d'une certaine manière plus retentissant qu'un cri. Je sais que tu as prévu ce matin de la faire refouler à la porte. Et je sais que ta mère, comme elle l'a fait systématiquement pendant la majeure partie de ta vie d'adulte, a fait exactement ce que tu as demandé sans poser de questions. Le silence dans la pièce avait désormais une texture. Le genre de silence qui signifie que personne ne respire tout à fait normalement. Camille a regardé notre mère. Notre mère a regardé le sol. Cette famille a un mode de fonctionnement, a poursuivi mon père. Et j'ai participé à ce fonctionnement en gardant le silence. En décidant que ce n'était pas le bon moment, en me disant que les choses inconfortables pouvaient attendre. Il a fait une pause. Ce que je ne savais pas jusqu'à très récemment, c'est à quel point on a laissé les choses inconfortables s'accumuler. Au fond de la pièce, j'ai vu le fiancé de Camille, Antoine, se tenir très immobile près de la cheminée, observant mon père avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. J'ai eu une conversation cet après-midi, a déclaré mon père, avec mon notaire. Je veux être direct sur ce qui a changé, parce que je pense que la franchise est ce qui a le plus manqué à cette famille. Ma mère a relevé la tête. Quelque chose dans son expression est passé de la honte à un tout autre type d'attention. Les dispositions testamentaires et les clauses de mes assurances-vie que j'ai mises en place il y a 8 ans sont révisées, avec effet immédiat. La répartition des parts et le bénéficiaire principal ont été modifiés. Il a regardé Camille et sa voix est restée égale. Et je crois que cette égalité d'humeur a été la chose la plus difficile que je l'ai jamais vue faire. Je t'aime. Ça ne change pas. Mais l'amour ne signifie pas une protection illimitée contre les conséquences. Et j'ai confondu les deux pendant très longtemps. Tu ne peux pas être sérieux, a dit ma mère d'une voix sourde. Philippe, ce soir de tous les soirs. Oui, a-t-il dit. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé à cette porte. Je suis désolée que ça se soit passé devant Léonie. Je suis désolée de ne pas être sortie plus tôt. Je m'étais promis, en montant les marches, que je garderais mon sang-froid. J'avais un bon palmarès en matière de sang-froid devant les autres. Une compétence que j'avais développée par pure nécessité de survie, après des années passées à être la fille dont on attendait qu'elle accepte la situation. Je ne gardais pas mon sang-froid en ce moment. Je ne sanglotais pas, je ne faisais pas de scène. Je tiens à le préciser. Mais mes yeux faisaient ce que font les yeux quand ils ont retenu quelque chose pendant longtemps et que la pression se relâche soudainement, et je ne pouvais pas les arrêter, alors j'ai arrêté d'essayer. Merci, ai-je dit. C'était tout. C'était la seule chose que j'ai pu trouver. Ma mère a dit quelque chose de sec à mon père, quelque chose sur le timing, la décence et tous les sacrifices qu'elle avait faits. Camille a posé sa coupe de champagne sur une table d'appoint avec un cliquetis précis et contrôlé, et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait catégoriser. De la colère, oui, mais en dessous, quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui ressemblait presque à une prise de conscience. Béatrice, la future belle-mère, s'était matérialisée près de l'arcade et observait toute la pièce avec l'attention prudente de quelqu'un qui recalcule rapidement la situation. J'ai regardé mon père. Où est Mathieu? Où est Léonie? La porte du jardin. Par là, a-t-il dit en montrant un couloir sur la droite. J'y suis allé. Le jardin derrière le domaine était sombre, frais, et sentait l'herbe humide du début de l'été. Des guirlandes lumineuses avaient été accrochées entre les vieux chênes pour la soirée, et elles se balançaient légèrement sous une petite brise. Mathieu était accroupi près du muret en pierre à l'extrémité du jardin, Léonie à ses côtés, tous les deux très immobiles, le visage penché vers quelque chose dans l'herbe.
J'ai traversé la pelouse vers eux. Mathieu m'a entendu arriver et a levé les yeux. Elle en a trouvé 4, a-t-il dit doucement. 4 quoi? Des lucioles. Il s'est levé et Léonie est restée accroupie, le visage à quelques centimètres de l'herbe, observant avec une concentration totale. Je me suis tenue à côté de Mathieu, et il m'a regardé. Vraiment regardé, comme il le faisait toujours, lisant tout ce qui était écrit sur mon visage sans que j'aie à dire un mot. C'est bon, a-t-il demandé. Mon père a changé l'héritage. Un silence de quelques secondes. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Mathieu a expiré lentement. D'accord. Il s'est excusé, ai-je ajouté. À moi. J'ai regardé Léonie former une coupe avec ses mains autour de quelque chose dans l'herbe, puis ouvrir les doigts et regarder la luciole s'envoler. Il a dit qu'il aurait dû venir à la porte plus tôt. Il aurait dû. Je sais. Je me suis appuyée contre l'épaule de Mathieu. Mais il est venu, finalement. Depuis l'intérieur de la maison, on entendait faiblement le son élevé de la voix de ma mère. Puis la voix de Camille, plus aiguë et plus saccadée, puis plus rien pendant un moment. Puis une porte. Léonie s'est enfin levée et s'est retournée, et son visage, dans la lueur des guirlandes, était lumineux de satisfaction. J'en ai tenu une, a-t-elle annoncé. J'ai tenu une luciole, et elle ne m'a même pas piqué. Les lucioles ne piquent pas, ai-je dit. Je sais. Je n'avais pas peur, a-t-elle dit avec dignité. Je faisais juste attention. Mathieu a ri. Un vrai rire, grave et chaleureux. J'ai tiré Léonie vers moi, j'ai enfoui mon visage dans le haut de sa tête, dans ses cheveux, et je l'ai serré fort un instant. Maman, a-t-elle dit, la voix étouffée contre mon épaule. On peut aller manger des gaufres maintenant? Je crois que j'ai fait assez de jardin. Ouais, ai-je dit. Allons manger des gaufres. Nous avons dit au revoir à mon père sur les marches. Il a repris Léonie dans ses bras et lui a dit qu'elle était la plus courageuse des princesses des fleurs qu'il ait jamais rencontrées, ce qu'elle a accepté avec un immense sérieux. Il a dit à Mathieu que c'était bien de le voir. Il m'a regardé une dernière fois avec ses yeux plus vieux, plus lourds, et j'y ai vu non seulement du regret, mais aussi autre chose. Le début, peut-être, d'un autre genre d'honnêteté entre nous. Je t'appelle cette semaine, a-t-il dit. Je répondrai, ai-je dit. Camille n'est pas venue à la porte. Nous avons trouvé une brasserie à 20 minutes de route, le genre avec des menus en papier, des chaises dépareillées et une ardoise pour les suggestions du jour. Léonie a pris des gaufres aux fraises avec des pépites de chocolat et de la crème chantilly, et les a mangées avec une joie concentrée et méthodique. Mathieu a pris une pile de gaufres aux myrtilles et m'en a donné la moitié sans qu'on le lui demande, parce qu'il savait que j'en voudrais mais que je ne les commanderais pas moi-même. Nous étions assis dans ce petit restaurant sous la lumière bourdonnante des néons, tous les trois. Et par la fenêtre, la ville vivait son vendredi soir, des gens qui promenaient leurs chiens, un couple qui se disputait doucement devant un bar, un adolescent à vélo. Et j'ai pensé au domaine de Valmont, au quatuor à cordes, au champagne et à ma sœur dans son peignoir en satin blanc. Et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas exactement de la satisfaction, ni tout à fait du soulagement, mais quelque chose de plus paisible que ces deux sentiments. Mon père a appelé 2 jours plus tard, comme il l'avait promis. Il m'a expliqué que la conversation avec le notaire avait en fait commencé 3 semaines avant le dîner d'avant-mariage, qu'il voyait les choses s'accumuler depuis bien plus longtemps qu'aucun de nous ne le savait. Le SMS qu'il m'avait montré ce soir-là était, selon ses mots, la dernière preuve claire dont il avait besoin pour confirmer ce à quoi il se préparait déjà en privé. Les modifications du testament et des assurances-vie étaient réelles et actées. La maison de famille en Normandie que mes grands-parents avaient laissée à mes parents, une propriété dont on m'avait toujours dit qu'elle serait partagée à parts égales entre Camille et moi, glissait doucement et officieusement vers Camille depuis des années. Mes parents la traitant discrètement comme son héritage sans jamais rien officialiser. Mon père avait annulé tout ça. Il m'a aussi appris quelque chose que j'ignorais, le collier de perles de ma grand-mère, celui qui avait soi-disant été perdu lors d'un déménagement des années plus tôt, avait été donné à Camille. Ma mère s'était arrangée discrètement sans le dire à personne. Lorsqu'elle avait été confrontée, ma mère avait répondu qu'elle pensait que Camille le chérirait davantage.
J'ai réfléchi à ça pendant très longtemps. Mathieu et moi sommes allés voir mon père tous seuls, sans les enfants, sans ma mère. 3 semaines plus tard, nous étions assis à la terrasse d'un café près de son bureau en centre-ville. Et il m'a dit des choses qu'il ne m'avait jamais dites auparavant, sur les années où j'étais à l'école d'infirmière à enchaîner les gardes, sur les décisions qui avaient été prises en mon nom sans que je le sache, sur la façon dont mon indépendance avait servi de prétexte pour me priver de mon dû. Il n'a pas surjoué les excuses. Il a simplement exposé les faits de la même manière calme et directe qu'il l'avait fait au domaine. Et il m'a laissé réagir de la façon dont j'avais besoin de réagir. Et quand je me suis mise en colère, et je me suis vraiment mise en colère, assise à cette terrasse sous le soleil de l'après-midi, il n'a pas essayé de minimiser ou d'arrondir les angles. Il m'a juste laissé être en colère. C'était, je crois, la chose que j'avais attendue le plus longtemps d'être autorisée à faire. Le collier de perles m'est parvenu par la poste 6 semaines après le dîner d'avant-mariage. Pas de mots, juste le collier dans le petit écrin en velours où ma grand-mère l'avait toujours gardé, enveloppé dans du papier craft avec mon nom dessus. Je l'ai mis pour la première fois, debout devant le miroir de la salle de bain, un mardi matin avant le travail. Rien de spécial ce jour-là. Pas d'occasion particulière. Il reposait sur ma clavicule exactement comme il reposait sur celle de ma grand-mère sur toutes les vieilles photos que j'avais vues d'elle. Léonie est entrée alors que je le regardais encore. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte, en pyjama, les cheveux en bataille après la nuit. « Maman, tu es très chic. » C'était à mon arrière-grand-mère, ai-je dit. Ton arrière-arrière-grand-mère. Léonie s'est approchée et a regardé le collier avec le plus grand sérieux. Elle a tendu un petit doigt et a touché l'une des perles avec beaucoup de précaution, puis a retiré sa main. « Il est joli, » a-t-elle dit. Puis, avec son efficacité légendaire pour passer d'un sujet à un autre, « Je peux avoir des céréales avec les petits chamallows ? » Oui, ai-je dit. Va préparer le bol, j'arrive tout de suite. Elle a disparu dans le couloir, ses pas résonnant sur le parquet d'une manière qui semblait impossible pour quelqu'un qui pesait 23 kilos. Je me suis regardée dans le miroir un instant de plus, j'ai regardé le collier, mon propre visage. Puis je suis allée préparer le petit déjeuner. Le mariage de Camille a eu lieu en septembre. Mon père y a assisté, ma mère y a assisté, Mathieu et moi n'y sommes pas allés. Nous avons renvoyé une carte, parce que, quoi que je pense de ma sœur, je croyais au savoir-vivre, et aussi parce que ne pas envoyer de carte aurait demandé une énergie que je n'avais pas envie de dépenser. Elle m'a envoyé un SMS 6 mois plus tard. C'était un long message, le genre qui nécessite clairement plusieurs brouillons et plusieurs jours de réflexion. Elle disait des choses comme « Je sais que je n'ai pas été juste avec toi, et je crois que je me protégeais du sentiment de devoir être en compétition avec toi, et je ne te demande pas d'oublier. Je voulais juste que tu le saches. » Ce n'était pas un message parfait. Il omettait plusieurs choses qui auraient probablement dû y figurer, mais il était sincère, d'une manière qui m'a surprise. J'y ai réfléchi pendant 4 jours avant de répondre. Quand je l'ai fait, j'ai fait court. J'ai dit que j'appréciais qu'elle l'ait envoyé. J'ai dit que je n'étais pas prête à faire comme si rien ne s'était passé. J'ai dit, il y aura peut-être une version d'une relation que l'on pourra construire un jour, mais ce devra être quelque chose de nouveau, pas un retour à l'ancienne. Elle a simplement répondu, je comprends. J'attendrai. Je ne sais pas ce que tout cela deviendra. Je ne sais sincèrement pas si la distance entre nous se réduira un jour pour devenir quelque chose de confortable, quelque chose qui ressemblerait à des sœurs, comme je l'imaginais quand nous étions petites. Le monde est plein de possibilités dont j'ai appris à ne rien préjuger. Ce que je sais, c'est ceci. Le soir où je me tenais sur les marches du domaine de Valmont, tenant la main de Léonie pendant que la musique jouait à l'intérieur, je croyais que j'étais celle qu'on laissait de côté. Je pensais me tenir au bord de quelque chose que je n'avais pas le droit d'avoir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'en étais en fait libérée. Libérée de cette version de l'appartenance qui exigeait que je fasse disparaître un peu plus de moi-même à chaque fois, que je sois reconnaissante pour de moins en moins de choses, que je livre ma fille à une famille qui avait déjà décidé qu'elle était un inconvénient logistique. Mon père m'appelle toutes les semaines maintenant. Léonie et lui parle de Luciole.
Il est venu à la kermesse de son école avec un enthousiasme ridicule pour un homme d'une 60aine d'années et lui a gagné un éléphant en peluche au lancer d'anneaux. Elle a appelé l'éléphant Papy Philippe, ce qu'il prétend trouver embarrassant, mais dont je sais qu'il est ravi. Mathieu, pour la petite histoire, me répétait depuis 3 ans que je méritais mieux de la part de ma famille. Je ne m'étais pas toujours autorisé à l'entendre. Je l'entends maintenant. Et le collier de perles repose sur ma coiffeuse, accroché à un petit crochet en laiton. Et certains matins, je le mets, juste pour le mettre, juste parce qu'il est à moi et qu'il me va bien.